Si vous ajoutez les non-inscrits, les gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, 2/3 des Français n'ont pas voté. 2/3 des Français n'ont pas voté. C'est-à-dire qu'un tiers y est allé, et sur ce tiers, vous avez une toute petite partie qui a voté pour le président Macron. C'est-à-dire qu'il n'est pas légitime. Détruire la nation française, détruire la culture française, détruire l'État français, ce qui est quand même assez terrible, de la part d'un président de la République. Enfin ça, on le sait, et ils sont d'ailleurs nombreux à être dans cette logique-là. Le Parti socialiste en France pense la même chose depuis 1983. Les Républicains sont comme ça depuis Jacques Chirac, c'est-à-dire depuis les années 70. Donc tout ce monde-là a fabriqué l'État dans lequel nous nous trouvons actuellement, qui est un État d'effondrement de la démocratie. La règle donnée, c'est Marine Le Pen qu'il faudrait élire Premier ministre. C'est-à-dire que dans une logique gaulliste, il aurait vu qu'effectivement, Emmanuel Macron, il fallait nommer Marine Le Pen, et voilà, mais sûrement pas Mélenchon. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Et vraiment, je suis contente déjà, je vous remercie pour nous recevoir ici dans votre locaux, dans votre studio. Et bienvenue à nouveau dans l'émission Esprit français. Merci beaucoup. Et donc vous êtes un philosophe, essayiste et aussi auteur de plus de 100 livres. Et vous avez aussi votre nouvelle revue Fonds populaire qui a eu un grand succès. Vraiment, je vous félicite pour le succès. Merci. Et aujourd'hui, on va parler de sujets. Tout d'abord, c'est d'abord sur le résultat des élections législatives et après sur le wokisme dans l'éducation française. Pour le résultat, le parti présidentiel a perdu la majorité absolue et depuis hier, Macron rencontre tous les chefs de parti. Et selon vous, comment les choses vont évoluer ? C'est compliqué d'entrer dans la tête du président de la République parce que je ne suis pas bien sûr que sa tête soit bien faite. Il est probable qu'elle soit bien pleine, mais on n'arrive pas à suivre ce personnage qui nous dit tout et le contraire de tout. Je pense qu'on pourrait aujourd'hui dire, voilà, dans le dernier quinquennat, son premier, il a dit ceci sur ce sujet et mettre en face ce qu'il a dit qui était totalement à l'opposé de ce qu'il avait précédemment affirmé. Donc c'est un personnage sinueux, assez difficile à saisir. On sait qu'il a quand même un cap, une ligne qui est défendre l'Europe, le marché, le libéralisme qui fait la loi, détruire la nation française, détruire la culture française, détruire l'État français, ce qui est quand même assez terrible de la part d'un président de la République. Enfin ça, on le sait, et ils sont d'ailleurs nombreux à être dans cette logique-là. Le Parti socialiste en France pense la même chose depuis 1983. Les Républicains sont comme ça depuis Jacques Chirac, c'est-à-dire depuis les années 70. Et je ne parle pas d'autres partis qui ont pu surgir depuis. Donc tout ce monde-là a fabriqué l'État dans lequel nous nous trouvons actuellement, qui est un État d'effondrement de la démocratie. Il y avait une 5e République, une constitution de 1958, et elle était très bien faite. Il y avait un chef de l'État, il y avait un Premier ministre, les ministres étaient choisis par le Premier ministre, et il y avait des élections tous les 7 ans, septennat. Le septennat faisait on n'allait pas dire, voilà, on vous donne les pleins pouvoirs et dans 7 ans, on verra bien ce qui va se passer. Entre deux, il y avait des élections intermédiaires. Ces élections intermédiaires, si le chef de l'État les perdait, soit il avait plusieurs possibilités, il pouvait changer de Premier ministre, changer les gouvernements, donc, ou dissoudre l'Assemblée nationale, ou voire lui-même démissionner, en disant « je remets mon mandat en jeu ». C'était donc un mouvement perpétuel entre le peuple et le chef de l'État. Le chef de l'État n'existait que parce qu'il avait la légitimité populaire. Si le peuple lui supprimait sa légitimité, à ce moment-là, il fallait faire quelque chose. S'en aller, remettre son mandat en jeu, changer de Premier ministre, changer les ministres, donc changer de politique gouvernementale. Depuis des années, ça ne fonctionne plus comme ça. D'abord, on a supprimé le septennat, c'est le quinquennat. Le Premier ministre n'est plus qu'une espèce d'exécuteur du chef de l'État. Le chef de l'État, jadis, le général de Gaulle disait le président préside et le gouvernement gouverne. Là, le chef de l'État préside et gouverne en même temps. Et puis là, vaguement, une espèce de personnage qui est son collaborateur, comme Sarkozy le disait de son Premier ministre François Fillon. Et il obéit à toute l'intendance. Il se fait que, à chaque fois que les chefs d'État ont perdu des élections, ils sont restés quand ils étaient présidents de la République. Et ils ont créé quelque chose qui s'appelle la cohabitation, qui est une erreur absolue, qui est très anti-gaulliste. Le général de Gaulle disait qu'il ne pouvait pas y avoir de pouvoir bicéphale, il n'y a pas 2 têtes, il faut une tête. Donc évidemment, dans la logique du général de Gaulle, on démissionne et puis on refait les élections. Mais on ne dit pas, je reste et puis vous allez mener les affaires de l'État, mais moi je reste quand même. Moi je suis de gauche, mais le gouvernement va gouverner à droite ou l'inverse.
Donc cohabitation avec Jacques Chirac, et ça marchait aussi. Chirac, il gouverne avec Jospin. Mitterrand, il gouverne avec Balladur et avec Chirac aussi. Non, pas avec Chirac, avec Balladur. Et donc, on voit bien que ce système était déjà une erreur. Vous ajoutez, en 1992, la disparition de la souveraineté nationale, c'est-à-dire que le traité de Maastricht dit la souveraineté n'est plus en France, elle est dans les pays européens, et ce sont les différents pays de la communauté européenne, de l'Europe de Maastricht, qui vont décider de l'avenir de la nation française. Ça veut dire que la politique, c'est fini. On ne peut plus mener de politique aujourd'hui en France. On ne peut plus. Un chef de l'État n'est jamais que l'un des ministres de Bruxelles, et il obéit à la feuille de route, et on lui dit ce qu'il faut faire, et il le fait. Donc les dernières élections ont montré que le président de la République était minoritaire, mais majoritaire, avec un jeu d'élections en 2 tours, et au 2e tour, on nous présente le candidat qui est en face comme le représentant du fascisme, du nazisme, de l'antisémitisme, qu'on associe à Radour-sur-Glane, qui est la destruction d'un village par des nazis, qu'on associe à la Shoah, 6 millions de morts, et on dit voilà, Marine Le Pen, c'est ça. Pendant 5 ans, elle fait de la politique, personne ne trouve rien à redire, mais pendant 15 jours, elle devient une nazie. Évidemment, les gens ne votent pas pour une nazie, et on finit par avoir un personnage qu'on ne voulait pas, mais on n'avait pas envie d'avoir celui qui était en face. Donc c'est une espèce de double négation qui fait qu'on retrouve un chef de l'État élu un peu par défaut. C'est comme ça que le président Macron s'est trouvé réélu. Après, il y a la légitimité que normalement donne un peuple à son chef de l'État. Il y a l'élection présidentielle, puis après vous avez les législatives du genre vous allez voter, on va faire une majorité, mais vous me donnez quand même la majorité à moi pour que je puisse mener ma politique. Et là, surprise, pas pour tout le monde, mais surprise, le président de la République n'a pas de majorité. Le problème n'est pas d'avoir de majorité absolue, c'est d'avoir une majorité. Il n'a pas de majorité. Donc il faudrait qu'il s'associe, mais il méprise tout le monde. Donc il mène la politique du Parti socialiste, il mène la politique des Républicains. Les socialistes ne l'aiment pas parce qu'il fait la politique des Républicains, les Républicains ne l'aiment pas parce qu'il fait la politique des socialistes, mais finalement, tout ce monde-là fait exactement la même politique. Donc ils sont maastrichtiens, ils défendent exactement la même idéologie. Et là, d'un seul coup, on se retrouve avec le Front National en bloc, l'autre bloc, le centre, un autre bloc qui est l'extrême gauche de Mélenchon, et puis un autre bloc que je n'oublie pas, qui est majoritaire, dont on ne parle pas, qui est le bloc des gens qui n'ont pas voté, dont je suis. Si vous ajoutez les non-inscrits, les gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, 2 tiers des Français n'ont pas voté. 2 tiers des Français n'ont pas voté. Si vous oubliez les non-inscrits, la moitié des Français n'a pas voté. Et moi, je parle du peuple français dans sa totalité. 2 tiers des gens ne sont pas allés voter. C'est-à-dire qu'un tiers y est allé, et sur ce tiers, vous avez une toute petite partie qui a voté pour le président Macron. C'est-à-dire qu'il n'est pas légitime. Il est évident qu'il n'est pas légitime. Alors il l'est, parce qu'effectivement, quand on a fait les calculs et les comptes, il semble l'être, mais il n'y a pas d'adhésion du peuple à cette politique-là. Donc voilà l'état dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire que le premier tour et le deuxième tour des présidentielles, le premier tour et le deuxième tour des législatives, font la démonstration que le peuple est fâché de cette façon de ne pas conduire une politique digne de ce nom. Nous ne sommes plus en démocratie, c'est évident. Mais vous n'avez pas voté, c'est parce que vous êtes totalement désespéré ou... Oui, il y a plein de raisons. C'est-à-dire que je n'ai pas voté parce que, en 2005, on a demandé aux Français s'ils voulaient qu'ait lieu un traité constitutionnel européen. C'était en gros une façon de dire, est-ce que vous voulez toujours de cette Europe libérale et si vous en voulez, il faut qu'on aille un peu plus vite et un peu plus loin. Et les Français disent non, on ne veut pas, majoritairement. Eh bien, le Parti socialiste, et à l'époque, ça s'appelait l'UMP, je crois, c'est-à-dire le parti, je ne vais pas dire gaulliste, il n'était pas gaulliste, mais enfin le parti de Sarkozy, de Chirac, etc., sont des gens qui ont dit très bien, le peuple n'a pas voulu, le général de Gaulle aurait dit je perds le référendum, je m'en vais. Jacques Chirac le perd et il reste. Et il dit je reste et puis on va continuer malgré tout. Et Sarkozy dit on va obtenir en 2008, c'était le moment du traité de Lisbonne, ce que le peuple a refusé. C'est-à-dire le traité constitutionnel dont le peuple n'a pas voulu, eh bien les députés vont le vouloir à sa place. Et donc le traité refusé par le peuple en 2005 est voté en 2008 par les députés, qui sont les députés maastrichtiens de droite et de gauche. C'est un coup d'État. C'est-à-dire d'abord, quand on perd un référendum, on s'en va, on en tire les conclusions. Ensuite, on ne dit pas, ce référendum qui m'a fait vous entendre, vous ne voulez pas de cette Europe, eh bien vous l'aurez quand même. Et on va demander aux représentants du peuple de voter contre le peuple. C'est inadmissible.
Donc je ne vote plus parce qu'il y a eu là un coup d'État, parce qu'ensuite tout est fait pour que la terreur s'abatte sur les gens qui ne votent pas pour le système maastrichtien. Donc vous êtes un nazi, vous êtes un fasciste, vous êtes un antisémite, etc. Et que les gens vivent terrorisés. Ils vont voter avec le couteau sous la gorge, non pas pour quelqu'un, mais contre quelqu'un d'autre. Ils ne vont pas voter pour Macron, mais contre Marine Le Pen, qu'on nous présente comme un danger, ce qu'elle n'est pas. Elle n'a jamais dit, au contraire de son père. Son père tenait des propos antisémites, son père défendait la torture en Algérie, il avait été lui-même tortionnaire, son père défendait l'OAS, qui était une organisation putschiste d'extrême droite, enfin, et elle, pas du tout. C'est-à-dire, elle a changé. De la même manière que le Parti communiste défendait la lutte des classes, la dictature du prolétariat, et depuis son 22e congrès ne le défend plus. De même qu'au départ, Chirac était gaulliste et qu'il a cessé d'être gaulliste. Enfin, tous les partis ont évolué. Si vous pensez que Jaurès aurait voté, par exemple, pour la gestation pour autrui, je ne suis pas bien sûr. Donc, évidemment, tous les partis ont changé. Et le Front National, qui a donné le Rassemblement National, est un parti de droite national, mais qui n'a rien à voir avec l'extrême droite. Donc tant qu'on vivra sous la terreur et qu'on me dira il faut aller voter avec un couteau sous la gorge, je n'irai pas et je dirai de toute façon, à chaque fois qu'on vote et que vous n'êtes pas d'accord, vous mettez nos votes à la poubelle, ça ne sert à rien que je me déplace. Mais en face de cette situation, c'est-à-dire ce résultat, selon vous, quelle est la meilleure option pour la France? La meilleure option, ce serait que la France redevienne la France. C'est-à-dire que la France recouvre une souveraineté qu'elle a perdue avec le traité de Maastricht en 1992. C'est-à-dire que nous devrions pouvoir mener la politique choisie par le peuple. Là, ça n'est pas le cas. Quand le peuple, je me répète, mais quand le peuple vote contre le traité constitutionnel, on dit au peuple, non, c'est pas vous qui décidez, c'est nous qui allons décider, et donc on va voter contre vous. C'est-à-dire les représentants du peuple votent contre le peuple. Moi, je serais pour qu'effectivement, on revienne à l'esprit et à la lettre du général de Gaulle, c'est-à-dire un septennat, des élections qui sont intermédiaires, un chef de l'État qui s'engage à démissionner s'il n'est pas élu, si du moins ses idées ne sont pas reconduites quand il y a des élections législatives. Et puis, on écoute ce que dit le peuple. Moi, j'habite à Caen, en Normandie. À une époque, le maire avait fait un référendum en disant « Est-ce que vous voulez un tramway ?» Et les gens ont massivement dit « Nous ne voulons pas de tramway ». Et il a dit « Vous aurez un tramway ». Et à un moment donné, on devrait démettre les hommes politiques qui font des référendums et qui n'écoutent pas le résultat du référendum. Donc la solution, ce serait que la France puisse recouvrer son autonomie, son indépendance, sa souveraineté, qu'elle puisse rester dans une Europe des nations. Je ne suis pas un nationaliste qui estimerait qu'il faudrait absolument se recroqueviller sur nous-mêmes. Non, on fabrique une Europe, mais qui est une Europe dans laquelle chacun garde son autonomie, son indépendance et sa liberté. Le système de fonctionnement de l'Europe fait que vous avez des pays qui donnent beaucoup plus d'argent qu'ils n'en reçoivent, vous avez des pays qui reçoivent beaucoup plus d'argent qu'ils n'en donnent, et vous avez des pays qui reçoivent à peu près autant que ce qu'ils donnent. Nous faisons partie, nous, en France, des pays qui donnent plus qu'ils ne reçoivent. Il est bien évident que j'aimerais bien que le Portugal ait des hôpitaux qui fonctionnent bien, j'aimerais bien que la Roumanie ait des écoles qui fonctionnent bien, j'aimerais bien que la Grèce ait une police qui soit bien payée, je trouve ça très bien, mais je trouverais mieux que la France ait des écoles, des hôpitaux, des autoroutes, etc., etc. Je pense que quand on a beaucoup d'argent, on peut en donner, on peut être généreux, mais quand on est généreux avec l'argent des Français et que ce sont les Français qui paient la facture, je dis mais ça n'est pas pensable. Quel intérêt avons-nous à aider des pays à mieux se porter quand on permet en même temps, quand on ne permet pas aux Français de vivre correctement de leurs impôts, de leurs contributions, de leur travail. Nous aidons les Polonais, et c'est très bien, et quand les Polonais ont l'argent des Français qu'il faut acheter des avions, ils achètent des avions américains. Il y a un moment donné où on se dit il y a un problème. Nous faisons la politique des Allemands, quand les Allemands doivent s'armer, eh bien, ils prennent le prétexte de la guerre en Ukraine pour pouvoir s'armer et se réarmer, et ils vont chercher leurs armes aux États-Unis. Alors vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette Europe dans laquelle je donne et dans laquelle les autres ne restituent pas? Alors on peut donner de l'argent à la Pologne, on ne demande pas à la Pologne qu'elle nous restitue de l'argent, mais quand elle achète ses avions, eh bien elle dit, je vais acheter des Rafales français, ça me paraît un peu normal. Donc cette Europe ne fonctionne pas. Cette Europe, elle ponctionne l'argent des Français, elle fait de telle sorte qu'on va chercher dans la poche des Français de l'argent qu'on donne à des étrangers, qui font partie de l'Europe mais qui sont des pays étrangers, qui eux, avec cet argent, vont mener des politiques anti-françaises. Donc je me dis, mais il y a un truc qui ne va pas bien. S'il y a une préférence européenne, comme il est dit, eh bien cette préférence européenne, elle fait que quand on donne de l'argent à la Pologne, par exemple, eh bien elle a l'obligation d'acheter des avions européens.
voire des avions français, mais au moins des avions européens, sûrement pas des avions américains. Donc voilà ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire recouvrer l'autonomie, l'indépendance, la souveraineté, mener une politique nationale en relation avec d'autres nations, dans un cadre européen, qui permette à chacun d'autoriser un bon niveau de vie à son peuple. C'est pas normal que des Français aujourd'hui soient au chômage, dans la misère, dans la pauvreté, alors qu'ils travaillent. Vous avez des gens qui travaillent et qui aujourd'hui, j'ai fait un reportage l'autre jour terrifiant à la télévision, sur le marché disaient « je ne peux pas acheter d'asperges, je n'ai pas l'argent qui me permet d'acheter des asperges. Je voulais acheter des tomates, je voulais en acheter 5, je vais en acheter 4. » Vous vous rendez compte? Des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas acheter des asperges et des tomates. Donc des gens qui travaillent et qui ne peuvent pas s'acheter des fruits et des légumes, c'est que quelque chose ne va pas dans ce pays. Alors là, on est en train de se demander si on ne peut pas donner des tickets de pouvoir d'achat. Mais on ne demande pas la charité. On ne va pas donner des tickets qui sont des tickets charitables du genre achetez-vous 3 asperges et votez pour Emmanuel Macron. Il faut des salaires dignes. Et on dit, ah ben oui, mais des salaires dignes, il faut de l'argent, et de l'argent, on n'en a plus. Bien sûr qu'on n'en a plus, puisqu'on nous a donné, on a distribué cet argent en Europe pour des gens qui s'en servent malgré nous, contre nous. On va voir comment tous ces partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale vont gouverner. Et là, on va voir que finalement, on a déjà vu, la NUPES fait le guignol, fait le cirque, donc on va danser la Zumba avant de rentrer à l'Assemblée nationale, très bien, on va arriver avec des casquettes et en jean, très bien, et alors, et après, quoi. On n'aura pas changé grand-chose. Eux, ils font le cirque médiatique, il faut absolument occuper les médias. Et puis le Front National va défendre des idées qui vont être ce que je dis, c'est-à-dire les idées du VRPR des années 70. Et puis rien ne va changer, rien ne va bouger, c'est-à-dire qu'on n'aura pas la prochaine fois 50% de Français qui n'iront pas voter. Ils verront que le Front National est un parti de droite, que la NUPES est un parti de gauche, que tout ça est très classique et que leur vie quotidienne ne changera pas. Et tout à l'heure, vous parlez justement de la NUPES. Et c'est une alliance de plusieurs partis de gauche. Confucius a dit en fait, ceux qui ne s'engagent pas sur la même voie ne devraient pas coopérer. Et comment vous expliquez justement cette alliance et qu'est-ce que cela signifie? Alors je ne vais pas critiquer Confucius, surtout en votre présence, mais je vais lui donner raison, Confucius a raison, c'est-à-dire que si on s'engage sur la même voie, on peut faire un bout de chemin ensemble. Simplement, la voie, elle n'est pas forcément toujours droite. Il y a un moment donné où vous avez des bifurcations et vous allez dans un sens ou vous allez dans un autre. L'association de la NUPES, c'était très précis. Hein. C'était fait pour, non pas un programme commun de gouvernement, mais un programme commun susceptible d'apporter un maximum d'électeurs, d'électeurs sur les noms des gens qui avaient été choisis pour faire une majorité NUPES, justement. Et après, il y avait un deuxième temps. C'est-à-dire, à l'embranchement, quand il a fallu dire, Mélenchon dit, maintenant, on voit bien que Mélenchon, il veut l'hégémonie sur la gauche, hein, c'est très clair. Mélenchon, il dit, maintenant, il va falloir qu'on fasse un groupe commun. Et évidemment, s'ils font un groupe commun, ils passent devant Marine Le Pen. S'ils passent devant Marine Le Pen, ils ont les avantages d'être le premier parti d'opposition, etc. Et là, on dit, est-ce qu'on continue dans la même direction? Eh bien, à ce moment-là, tous ont dit non à Mélenchon. Le Parti socialiste, le Parti communiste et les Verts ont tous dit, ah mais non, pas du tout, on s'arrête là. On est élu, on a juste fait ce bout de chemin. La NUPES, c'était fait pour arriver là. Maintenant, chacun reprend ses billes et chacun va faire son groupe parlementaire. Donc ça n'ira pas plus loin, la NUPES. D'autant que Mélenchon a commis cette erreur monumentale de ne pas se faire élire député. C'est-à-dire qu'on a bien vu que des Garrido, que des Corbière, que des Quatennens passaient au premier tour. Donc ça veut dire que si vous passez au premier tour, vous avez des circonscriptions qui ont été taillées sur mesure. Ça veut dire que Mélenchon en prenait une, et puis il était élu, puis il devenait député. Il est prétendument le chef des députés sans être lui-même député. Ça n'a aucun sens. L'autre jour, ils font une photo sur les marches de l'Assemblée nationale, ils sont tous là, et Mélenchon aussi. On dit, mais il fait quoi ici, lui? Il n'est pas député. Donc c'est quoi son statut? Donc c'est une association d'intérêts. Les gens ont fait semblant de s'entendre. C'est une espèce de mariage de raison, on dira, avec des gens qui ne s'aimaient pas. Donc le mariage de raison avec des gens qui s'aiment, pas, c'est on fait cause commune parce que comme ça, moi qui suis pauvre et elle qui est riche, ou l'inverse, je deviens riche parce que finalement on a fait un pot commun. Et puis le lendemain, on dit non, chacun reprend ses trucs. Moi,
vous redevenez pauvre et vous redevenez riche. Donc c'est fini, la NUPES, c'est terminé. Et on va bien voir que chacun va vouloir, pour des histoires d'intérêt, son groupe parlementaire, pour avoir l'argent qui va avec, pour avoir les subventions. Parce que tous ces gens-là se moquent pas mal du peuple, c'est devenu un métier. Donc quand vous avez de l'argent, eh bien vous pouvez vivre comme un député, c'est-à-dire les bons restaurants le midi, les bons restaurants le soir, les voyages en première classe, les voyages avec des voitures privées, des chauffeurs, etc. Vous menez la belle vie parce que vous avez quand même beaucoup d'argent. Un député gagne beaucoup d'argent, un sénateur gagne beaucoup d'argent, les groupes parlementaires gagnent beaucoup d'argent. Quand on a voté sur votre nom, eh bien vous savez que le contribuable paye pour qu'on vous donne de l'argent. Donc vous gagnez encore une fois beaucoup d'argent si vous avez beaucoup d'électeurs qui se sont reportés sur vous. Donc on voit bien que ce sont des politiciens professionnels qui n'ont pas grand souci de la France, des Français, de la souffrance et de la misère des Français. Est-ce que vous pensez que Mélenchon peut devenir le Premier ministre? Moi, je n'y ai jamais cru. C'est-à-dire que c'est une règle non écrite. C'est-à-dire que, normalement, le général de Gaulle dit « Vous perdez les élections législatives, vous démissionnez. » Vous démissionnez, c'est tout. Là, pour les gens qui disent « Ah ben moi, je démissionne pas, je reste au pouvoir », il vous reste quelque chose que la Constitution n'interdit pas, mais qu'elle ne théorise pas, et qui est la cohabitation. Donc la cohabitation, c'est « Je reste au pouvoir et je maintiens ces gens-là », au pouvoir, enfin je mets ces gens-là au pouvoir, qui sont les gens qui m'ont battu aux élections présidentielles. Qui a battu qui aux élections présidentielles? Bon, on sait que Macron a perdu. Enfin, encore que, c'est lui qui a le plus grand nombre de députés, mais ça ne suffira pas. Qui arrive après? Alors, est-ce que c'est Marine Le Pen ou est-ce que c'est la NUPES? NUPES étant une association de gens qui, je viens de le dire, ne s'entendent déjà plus. Donc on se dit effectivement, il n'y a pas de règle écrite. Si la règle tenait, c'est Marine Le Pen qu'il faudrait élire Premier ministre. C'est-à-dire que dans une logique gaulliste, il aurait vu qu'effectivement, Emmanuel Macron, il fallait nommer Marine Le Pen, et voilà, mais sûrement pas Mélenchon. Mélenchon, quand il arrive troisième, il dit « Ah, j'ai failli gagner ». Je dis « Mais non, tu n'étais même pas second. Donc tu as perdu ». Puis il dit après « Oui, mais j'ai perdu à 600 000 voix ». Mais oui, mais 600 000 voix ou 2 voix, on a perdu. Donc il y a un podium à 2 places. Si on n'est pas sur le podium, on a perdu. Mais Mélenchon, il perd les élections, il dit qu'il les a gagnées, les élections présidentielles. Il perd les législatives, mais il dit qu'il les a gagnées. Donc il a dit « Je serai nommé Premier ministre », mais personne ne peut forcer la main du chef de l'État. D'abord, le chef de l'État aurait dû démissionner, mais enfin ça, chez nous, c'est fini, il n'y a plus de gaullistes. Mais ensuite, il aurait dû, s'il avait dû nommer quelqu'un, il l'aurait nommé venant de la France insoumise, et pas obligatoirement Mélenchon. Rien n'obligeait le président de la République à élire Mélenchon, et à nommer, Premier ministre Mélenchon. Il aurait fallu qu'il choisisse son Premier ministre du côté de la France insoumise, mais là encore, ce n'était pas une obligation. Il aurait pu dire, mais non, la NUPES était un ensemble, il y avait aussi des socialistes, je vais choisir un socialiste. Ou un communiste, je vais choisir un communiste. C'était tout à fait envisageable. Donc Mélenchon a pris ses rêves pour des réalités, et moi, j'ai jamais cru une seule seconde qu'il serait Premier ministre. Et en fait, on a observé Mélenchon un peu comme une star en fait, pendant cette période d'élection. Est-ce que, selon vous, est-ce que Mélenchon quand même représente des idéologies dangereuses pour la France, comme les wokismes? Bien sûr, je pense que les gens ont la mémoire courte. 70% du temps d'antenne a été consacré à la NUPES. C'est-à-dire qu'on voit bien que tous les médias défendent cette gauche-là. C'est l'idéologie au pouvoir, c'est l'idéologie dominante. Mélenchon, voilà quelqu'un qui défend Robespierre, depuis toujours. Il a presque 70 ans, donc on sait qui il est, ce monsieur. D'abord, pendant 25 ans, il a été sénateur socialiste. Pendant 25 ans, il défendait l'Europe de Maastricht et il a voté oui à Maastricht. C'est-à-dire pendant 25 ans, il a été responsable, la moitié de sa vie politique, il a été responsable de l'état dans lequel se trouve la France aujourd'hui. Tout le monde a oublié. Et il a défendu Mitterrand. Mitterrand qui a inventé Maastricht, qui a inventé d'une certaine manière le wokisme aussi, c'est-à-dire qui a détruit les idées de la gauche. Je rappelle, ou je l'apprends à ceux qui n'auraient pas l'âge de s'en souvenir, mais que Bernard Tapie, qui était un homme d'affaires véreux, est devenu ministre dans un gouvernement Mitterrand parce que la gauche trouvait à l'époque qu'il fallait en finir avec l'assistanat, avec les vieilles idées de gauche, que le libéralisme c'était formidable, c'était les années Thatcher, Reagan, etc. Eh bien, cette gauche-là, elle a défendu ces idées-là. À l'époque, Mélenchon défendait ces idées-là. Il défend Robespierre. Dans la Révolution française,
Vous avez 500 noms que vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir, je ne sais pas quoi, Marat, Saint-Just, Charlotte Corday, vous pouvez choisir Mirabeau, Danton, vous pouvez choisir Condorcet, vous pouvez choisir plein de gens. Pourquoi lui va-t-il chercher Robespierre? Il était trotskiste au départ, hein, j'ai oublié, il était trotskiste. Il avait comme nom de guerre, nom de combattant trotskiste, Santerre, qui était le nom d'un révolutionnaire qui, lui, passait par l'épée tous les gens qui lui résistaient et qui se rebellaient, déjà. Robespierre, c'est l'homme de la terreur, c'est l'homme du tribunal révolutionnaire, c'est l'homme de la loi sur les suspects. C'est-à-dire, je vous suspecte d'être un ennemi de la Révolution. Vous dites, mais j'ai rien dit, j'ai rien fait. Justement, vous auriez dû dire vive la Révolution, et ne pas dire vive la Révolution, c'est être un contre-révolutionnaire, tribunal. Il y a eu 20 000 morts, quand même, avec la terreur. 20 000 morts. C'est lui qui a envoyé, Robespierre, les colonnes pour massacrer les Vendéens. 200 000 morts. 200 000 morts. Non, il défend toujours Robespierre. C'est Robespierre qui a inventé, enfin qui travaillait avec quelqu'un qui s'appelait Proust et qui était chimiste, qui voulait mettre au point des gaz pour asphyxier les Vendéens. C'est toujours son héros. Fidel Castro est son héros. Moi, je suis né en 1959, le 1er janvier, le jour où Fidel Castro est arrivé au pouvoir. Mais Fidel Castro a envoyé 25 ans dans les geôles des gens qui étaient homosexuels. Non, mais formidable, mais Fidel Castro. Il défend la Chine communiste en estimant que le Tibet fait partie de la Chine et que le Tibet occupé par les Chinois, ce n'est pas du tout un problème. Les Tibétains, ce sont des crétins avec leur bonnet jaune et qu'ils sont bouddhistes et que c'est une religion de cinglés, etc. Donc il défend la Chine, il défend les régimes autoritaires partout sur la planète. C'est-à-dire cet homme a passé sa vie à défendre des tyrans sanguinaires ou des gens qui n'aiment pas la liberté. Si vous aviez 1 gramme de tout ça fait par Marine Le Pen, vous imaginez si Marine Le Pen avait fait l'éloge de, je sais pas, de Franco, de Mussolini, de Salazar, si elle avait estimé que l'Algérie française et l'OAS c'était des choses formidables, on lui dirait tous les jours. Quand Solzhenitsyn écrit L'archipel du Goulag, Mélenchon dit que ce livre a été écrit par la CIA. Donc voilà l'homme qui se présente aujourd'hui comme l'homme des libertés, etc., etc. Alors c'est un homme qui a tout fait, tout voulu, parce qu'il a envie d'être élu, et qui ne le sera pas. Et là, la dernière option en date, c'est le wokisme. Donc il a estimé qu'il fallait convertir les gens au wokisme, donc il n'y a pas d'histoire de France, l'histoire est cosmopolite, le métissage est formidable, la créolisation est son idéal. La créolisation, c'est un concept de Glissant, d'Édouard Glissant, poète martiniquais, qui a passé l'essentiel de son temps en France et en Amérique, c'est dire s'il aimait la Martinique. Et le concept de créolisation, si j'en juge par ce qu'en dit Édouard Glissant, moi je l'ai lu, il dit c'est toujours violent. Ça pourrait être pacifique, mais ça ne l'a jamais été dans l'histoire, ça a toujours été violent. Donc il est en train de faire l'éloge d'une créolisation violente. Qu'est-ce que la créolisation violente, si ce n'est le principe de l'esclavagisme, le principe de la colonisation. C'est-à-dire qu'on inverse la colonisation et qu'on estime qu'il y en a marre des Blancs, il l'a dit à un moment donné, il dit, moi je suis normand, il dit, mais moi quand j'ai quitté son Maroc natal, je crois qu'il est marocain d'origine, il dit, je suis arrivé en Normandie, mais j'ai jamais vu un endroit pareil, les gens étaient tous des alcooliques, ils avaient des faces de Blancs, moi quand je vois des Blancs comme ça me désespère, non, moi je veux la créolisation, etc., etc. Donc il arrive en France, il arrive en Normandie, on l'accueille en Normandie et il crache sur la Normandie et les Normands. Donc son idéal, c'est l'idéal de Macron, c'est-à-dire la dilution de la France, pas de culture française, pas de nation française, pas d'histoire française. Il faut absolument que, finalement, les cultures s'interpénètrent. Mais je suis désolé, moi j'adore l'art africain, j'adore l'art océanien, j'adore l'art vaudou, mais je ne mets pas en relation une pièce d'art vaudou et puis une toile de Rembrandt, par exemple. Personne, je suis moi-même et personne n'est moi-même. Vous êtes vous et personne n'est vous, et l'égalité, ça n'existe pas. Et même quand vous avez des vrais jumeaux homozygotes, ils ont chacun leur vie, ils ne sont pas dans une totale égalité. L'égalité n'existe pas. Et c'est une espèce d'erreur de croire que l'égalité devant la loi et devant le droit, c'est ce que dit la Révolution française, les hommes naissent libres et égaux en droit. En droit. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord sur cette égalité-là. Je suis fils d'ouvrier agricole. Mon père ouvrier agricole, ma mère femme de ménage, avaient les mêmes droits que leurs patrons, qui étaient leurs employeurs. C'est ça l'égalité. C'est pas de dire que tout le monde est pareil.
Donc cette façon de penser l'égalité en termes d'égalitarisme est problématique, et c'est ce qui fait que tous ces gens, comme Mélenchon, estiment qu'il faut détruire les civilisations, et la plupart du temps, plutôt que de hisser les civilisations à des hauteurs supérieures, ce qu'on doit faire avec tout le monde. Quand on est enseignant, moi j'ai toujours fait ça, j'ai voulu prendre mes élèves là où ils étaient en disant on va les élever, c'est ça, une éducation, on élève les gens. Non, là c'est l'inverse, on descend jusqu'aux gens là où ils sont. Alors évidemment, on ne va pas les éduquer à Rembrandt ou à Bach, dont je parlais tout à l'heure, mais on va leur dire, vous tapez sur des tambours, c'est la musique classique de demain. Vous avez bricolé 2 ou 3 trucs avec un bout de métal fer blanc, vous avez fabriqué un petit bonhomme, c'est une pièce d'art et elle vaut évidemment Mona Lisa. Non, c'est pas possible, c'est pas pensable. Ça, c'est un nihilisme. Quand tout se vaut, plus rien ne vaut rien. Et dans ce sens-là, quel est votre message pour les Gilets jaunes? Parce que j'ai interviewé pas mal des Gilets jaunes. Pour eux, c'est tout sauf Macron, mais il y a presque moitié des Gilets jaunes ont voté pour Mélenchon. Oui, moi je suis un des rares intellectuels à avoir défendu les Gilets jaunes. Et j'ai même écrit un livre sur eux qui s'appelle « Grandeur du petit peuple ». Donc je ne regrette pas ce livre et je ne regrette pas mes thèses et je le défends toujours. Simplement, il faut penser en termes historiques. C'est-à-dire que les Gilets jaunes démarrent en novembre d'une année et fin décembre, c'est terminé parce que c'est récupéré justement par cette gauche professionnelle-là. Les Mélenchon, le syndicat Sud, CGT, le PC, la gauche, etc. Tous ces gens ont récupéré cette colère légitime et ont écrasé le peuple, d'une certaine manière. Le peuple, il était sur les ronds-points et il disait « on souffre, on n'arrive pas à payer nos pleins d'essence. Noël, c'est le mois prochain, on va pouvoir payer des cadeaux à nos enfants. Nous travaillons, ce sont nos parents qui vont acheter les cadeaux de nos propres enfants, c'est humiliant. » Ils disaient ça, les Gilets jaunes. Et moi, je vous dis, mes parents, mon père ouvrier agricole, ma mère femme de ménage, je sais ce que c'est que la pauvreté. On vivait dans 17 mètres carrés, il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de toilette, il fallait sortir pour aller dans une cave, et on dormait dans la même chambre. Donc je sais ce que c'est que la pauvreté. Et j'ai aimé ce petit peuple-là. Mais quand j'ai vu ces gauchistes professionnels, cette gauche professionnelle, ces gens qui roulent en carrosse depuis des années avec l'argent du contribuable, dire « allez hop, on va chercher ces gens-là, on va les sortir des ronds-points, on va les amener dans les rues de Paris, et on va en faire un combat pour nous mettre au pouvoir, nous », alors à ce moment-là, ils ont perdu. Les Gilets jaunes, ils ont perdu, parce qu'ils ont été associés à des Black Blocs, parce qu'on les a associés à de la violence, parce qu'ils se sont fait avoir, on leur a prêté un mégaphone, il y a des syndicalistes qui les poussaient, etc. Il y a des partis politiques, notamment la France Insoumise et Mélenchon, qui ont instrumentalisé ces gens-là, et il se fait que ils ont perdu. Ils ont perdu, parce que Macron a disqualifié tout ça, ils étaient épuisés, et les Gilets jaunes sont rentrés chez eux. Alors maintenant, si les Gilets jaunes votent pour Mélenchon, c'est qu'ils votent pour ceux qui les ont déjà maltraités. Ils pensent que c'est Macron qui les a maltraités. Vous connaissez le proverbe, hein, le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Eh bien, les imbéciles regardent Macron en disant c'est lui le méchant avec Castaner, mais ils oublient que ceux qui ont vraiment cassé leur mouvement, c'est Mélenchon et tous les copains de Mélenchon. Voter pour Mélenchon, ça ne produit qu'un effet, c'est un effet qui est l'effet d'ego de Mélenchon, mais le peuple ne s'en portera pas mieux. Je rappelle que quand Robespierre était au pouvoir, le peuple se portait mal, et des gens comme Jacques Roux, d'Olivier, etc. disaient « mais nous, on s'en fout de la liberté, de l'égalité, de la fraternité ». En 1993, ils disent « mais on veut du savon pour nous laver, on veut pouvoir manger, on veut pouvoir s'éclairer, on veut des bougies. Et on veut pouvoir acheter de quoi donner à manger à nos enfants. Vous voulez du lait à l'époque. Eh bien, quand un Mélenchon se trouverait aujourd'hui au pouvoir Premier ministre, je vous garantis qu'il se passerait exactement la même chose qu'en 1793, c'est-à-dire les Jacques Roux, les d'Olivier diraient « mais on crève aussi la faim, nous ». Et lui nous expliquerait que c'est pas possible parce que ceci ou que c'est pas possible parce que cela. Il enverrait la police, il cognerait, il taperait, ça ne le gênerait pas beaucoup. Je vous rappelle que quand ceux qu'on appelle les enragés, les fameux Jacques Roux, d'Olivier, etc., demandent ça à Robespierre, que fait Robespierre? Il les envoie à la guillotine.